Donc, prenons un chat nantais que nous appellerons A pour plus de commodité, à l'aide d'un entonnoir que nous appellerons Catherine, en hommage à Catherine de Médicis, dont la contenance stupéfia son époque, et que nous lui enfoncerons profondément dans la bouche, au chat, pas à Catherine, gavons-le de 2 ou 3 litres de white spirit. Attention, la pauvre bête va souffrir atrocement. C'est pourquoi nous vous conseillons de lui couper préalablement les pattes ou de mettre des gants de cuir avant de commencer le gavage. Quand Minou est gonflé de white spirit, prenons un mérou, que nous appellerons François, parce que certains l'appellent François. Portons-le à ébullition, tandis que le mérou bout. Approchez-vous du chat, enflammez une allumette, que se passe-t-il? Eh bien c'est simple, quand le mérou bout, le chat pète. Alors qu'au contraire, quand le chat bout, le mérou, enfin le pauvre animal. Alors, bande de nullités ignares, qu'est-ce que cela prouve scientifiquement? Tout simplement, cela prouve à l'évidence que le chat nantais est bien un chat breton, car si le chat gavé d'essence explose près d'une flamme, cela prouve bien qu'il transpire, non? Et s'il transpire, c'est qu'il s'agit bien, CQFD, d'un chat breton, car seuls les chats véritablement bretons sont poreux, comme le souligne magnifiquement le splendide hymne de la Bretagne libre. Ils ont des chats poreux, vive la Bretagne, ils ont des chats poreux, vive les Bretons. Voilà, c'est un texte de Pierre Desproges. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les chats. Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors, on va laisser tomber le texte de Pierre Desproges, mais j'avais envie vraiment, qui n'a qu'un tout petit rapport avec la vidéo, mais après tout, il faut bien que tout le monde s'amuse. Alors, j'ai fait un petit crowbar dans cette... Alors oui, non, je vais débarrasser ça parce que c'est juste pour le folklore. C'est pour faire croire que je travaille avec des outils à main, mais c'est pas vrai en fait. Donc je range tout ça et j'arrive. Je vous dirais bien que cette pièce de bois n'a jamais vu une raboteuse de sa vie, mais vous ne me croiriez pas, donc on va passer à d'autres choses. De toute façon, vous croyez jamais ce que je vous dis. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous expliquer des trucs. Alors aujourd'hui, juste une petite vidéo pour vous partager la construction d'une échelle à chat. Et vous inquiétez pas, on maltraitera jamais aucun chat dans mes vidéos, bien entendu. Vous avez vu comme Pirouette est malheureuse, pour ceux qui ont l'honneur de la connaître, parce que ses apparitions sont rares. Donc on va faire une échelle à chat. J'ai fait un petit crowbar de la situation, qui était grave mais pas désespéré. En gros, on a une hauteur de 2,31 m. Ici, on a une ouverture dans laquelle on va mettre une chatière. Donc l'animal il passe à l'intérieur de la chatière. Et là, on va mettre en pente un genre d'échelle où on va mettre des barreaux. Enfin, pas des barreaux, des petites plateformes. Voilà, on va faire des petites plateformes. Pour ça, je vais utiliser des poutres qui étaient dans la maison et qui étaient les poutres qui étaient sur les côtés d'une porte qui n'était pas assez large. Et depuis, j'ai refait la porte. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Je vous mets les URL dans la description. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai récupéré ces poutres. Pour pouvoir transporter la dite échelle, on va faire un assemblage à mi-bois au milieu qui sera sans doute boulonné. Voilà. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va avoir donc les barreaux à mettre. Alors les barreaux, on voudrait qu'ils soient horizontaux. C'est pour ça que j'ai fait des calculs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il y en a qui font une épure et qui mesurent. Moi j'ai fait un dessin à peu près à l'échelle, et puis j'ai fait des calculs de trigo pour avoir mon angle. Une fois qu'on sera sur site, ça devrait s'adapter sans trop de problèmes. Donc ici on a la fameuse échelle, il faudra quand même que je fasse un truc pour accrocher à l'échelle, pardon, au bord de la fenêtre. Vous savez, il y a la petite bavette comme ça, on va s'accrocher là avec un genre de pince. Voilà, ça il faudra que j'adapte quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir? J'ai fait un peu de maths. Je vous mets l'URL d'une chaîne aussi là. C'est une chaîne qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en l'occurrence il est question de maths et de menuiserie à un endroit, donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc ici en bas on a à peu près 900 mm, j'ai tout mis en millimètres. Ici on a 2310 mm. Ça me fait une longueur là, hein, donc l'hypoténuse en fait, donc là j'ai utilisé Pythagore, qui fait 2479. Je vous laisse faire les calculs, voilà. J'ai fait le calcul de mon angle qui est en bas. Alors pour ça j'ai utilisé la trigo, j'ai utilisé la formule de la tangente parce que c'est
pratique. On utilise toujours la tangente quasiment quand on fait ce genre de calcul, tout simplement parce que généralement on a la base et la hauteur. C'est bien rare qu'on parte de la diagonale, mais après tout, pourquoi pas. Si on part de l'hypoténuse, pas la diagonale, l'hypoténuse, on va plutôt utiliser le sinus et le cosinus selon comment ça nous arrange. Mais encore une fois, là, c'est vraiment pour dire. De toute façon, on va faire de la menuiserie, pas des maths. J'ai aussi utilisé, encore une fois, les rapports, et là, sans vraiment faire de trigo, j'ai juste fait des rapports pour savoir que si je voulais que les deux petites plateformes comme ça, qui vont être sur une pente, hein, si on veut, vous allez comprendre après, mais j'ai fait un petit calcul pour que si je veux qu'elles se chevauchent pas l'une sur l'autre et qu'il y ait 10 cm de débord entre chaque, il fallait que ma hauteur, ici, hein, c'est ça que j'ai pris là, cette dimension-là, il fallait que ce soit 25,6. Ce qui m'a fait dire qu'il me fallait entre 9 et 10 marches. On s'approche un peu des calculs qu'on fait quand on fait des escaliers. Peut-être que quand je ferai les escaliers, on plongera un peu plus dans le détail. Voilà. J'ai aussi calculé cet angle, donc là, comme j'avais su du bas, que j'ai arrondi à 69, bon, 69, ici 90, donc là 21, il n'y a pas le choix. Voilà. Et cet angle-là, il est important parce que c'est l'angle duquel je vais incliner ma lame de rainureuse quand je vais faire les rainures dans les pièces de bois. Voilà. Alors les pièces de bois sont assez conséquentes parce que je voulais un truc un peu esthétique, donc un peu massif. Voilà les pièces de bois en question. Alors bien sûr, il va y avoir de la chute. Hein. Alors il faudra que je fasse attention parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu de ferraille dedans, donc il faudra que je l'enlève. Hein, là il y a une vis, en bas il y a des grandes vis, donc il faut que je vire tout ça. Et puis pour les marches, j'ai utilisé une solive que j'avais encore de rab. Voilà. Donc on va la couper en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, dedans, je vais tailler mes marches. Je ne sais pas de combien je vais en avoir besoin, mais je vais faire mon calcul de débit avant de débiter ça. Et puis celle-ci, je vais la raboter. Et ça, je pense que je vais les passer à la ponceuse à bande un petit coup pour enlever le plus gros dans le sens du fil. Donc ce que vous voyez là, ça c'est quand Pirouette se fait les griffes. Donc vous voyez qu'elle en a quand même viré pas mal. Et moi, je trouve ça intéressant parce que elle enlève toute la partie tendre et il ne reste plus que voilà, les parties un peu plus dures. Et ça donne une belle idée de la structure du bois. En fait, je me dis que selon ce qu'on fait, si elle pouvait faire ça sur toute une planche, ça pourrait être sympa. Le problème, c'est que, vous voyez, ça c'est sa hauteur, là. Oui, c'est un grand chat. Du coup, bah, c'est là qu'elle arrive, quoi, avec ses griffes quand elle s'étire. Sachant que sa tête arrive facile là. Hein. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit coup de nettoyage sur ces poutres. Et puis, il va falloir que j'aille chercher mon aspirateur. Un petit coup de ponceuse à bande, alors pourquoi pas coup de raboteuse, parce que j'ai envie que ça reste un peu brut, ça va être à l'extérieur, et j'ai pas forcément envie de les dégauchir complètement, elles sont un peu en hélice, on s'en fout, c'est vraiment, c'est pas très important. Voilà. Donc c'est parti, je vais prendre ma scie, n'importe quoi. Je vais prendre la ponceuse à bande, ça par contre je le raboterai. Alors pourquoi je le raboterai? Parce que je vais faire des encoches dans le bois et je veux que ça ce soit précisément à la bonne largeur. Voilà. Makita 9403, également appelé le tank, et qui marche très très bien. J'allais mettre la ponceuse en route et j'ai changé la bande et du coup j'ai pensé à vous. Ici là, sur le côté de la ponceuse, il y a une flèche qui indique le sens de rotation et en règle générale, bouge pas toi. À l'intérieur des bandes de ponceuse, je ne sais pas si on va bien le voir hein, sur la vidéo parce que c'est pas toujours... voilà, ici à l'intérieur des bandes de ponceuse, est-ce qu'on voit ce que je montre? Voilà, ici à l'intérieur, il faut bien regarder. Vous avez également des flèches qui vous indiquent le sens de rotation de la bande. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous avez le sens de rotation à l'envers, à l'endroit où la bande est assemblée, vous allez à chaque fois venir buter ici, et ça va finir par décoller et par fendre votre bande en deux. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça va faire un changement prématuré de la bande et ça coûte de l'argent. Voilà, donc c'est une petite astuce, entre guillemets astuce, un petit truc à savoir, c'est pas vraiment une astuce, quand vous utilisez une ponceuse à bande, parce que je vois souvent des gens qui ont ce problème-là. Les bandes de ponceuse à bande, elles ont un sens. Pour la vie, on ne sait pas encore, mais pour les bandes de ponceuse à bande, on sait qu'il y a un sens. Voilà.
Une petite chose qui est intéressante, c'est que quand on fait du rabotage, et surtout quand on va obtenir à la fin des petites pièces de 20 cm, il faut surtout pas faire tout le débit et ensuite passer au rabotage. On a tendance à dire qu'il vaut mieux faire le débit de longueur avant de raboter. Pourquoi? Parce que comme ça, si on a des planches qui tuilent beaucoup, eh ben, ça diminue la perte, hein, en épaisseur en tout cas. D'un autre côté, si on débite des pièces de 20 cm avant de les passer à la raboteuse, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est juste que ça va être très compliqué de travailler. Parce que la raboteuse, elle a une longueur minimale qu'on peut passer dessous. En gros, c'est la longueur entre le rouleau entraîneur devant et les rouleaux de sortie. Hein. Voilà. Donc forcément, si vous êtes en dessous de ça, vous avez la pièce qui est plus maintenue entre les rouleaux, et donc qui risque d'aller taper dans l'arbre de la raboteuse dessous, hein, quand elle est en mode rabotage, justement. Ça va faire un très mauvais résultat. Et d'autre part, quand vous allez passer les pièces au-dessus en mode dégauchissage, vous allez avoir le problème un petit peu équivalent, mais sauf que c'est la sécurité pour vos doigts, parce qu'il ne faut pas passer des pièces trop courtes, c'est pas très bon, on risque de se faire mal. Voilà, donc là je vais faire une longueur, voilà, 1,10 m, et puis on va dégauchir, raboter ça. Je sais pas quelle épaisseur je vais obtenir, ça je sais que de brut de sciage, ça faisait 40 mm, hein, donc quand le bois est juste ressuyé en scierie, là on est déjà à 35, hein. Donc on perd, hein, l'air de rien, on perd quand même pas mal. Bon, maintenant depuis le temps qu'elle est à l'intérieur, elle a séché celle-là, donc on n'a plus un trop gros degré d'humidité. Donc je vais la scier en longueur, et ensuite je vais venir la raboter. Après on passera dans la pièce à côté, on montera une lame de débit, on fera le délignage de cette pièce-là. Normalement je fais le délignage avant le rabotage, mais là, vu la réalisation que je veux faire, comme c'est un petit peu rustique, on se prend pas la tête, c'est un peu une réalisation à la cool, hein. Voilà, et je ne sais pas encore exactement comment je vais faire mes entailles. Alors peut-être lame à rainurée, peut-être à la lame circulaire, parce que il faut que j'incline mes lames à rainurée, mais je ne sais pas si c'est possible. Donc ça, il faut que je vérifie. Bon, dans tous les cas, de toute façon, là, il me faut une lame de débit, donc on va la monter et on discutera après. En ouvrant le tiroir, j'ai lu les indications de mes lames à rainurée, et mes lames à rainurée, leur largeur maximale, c'est 20, donc je pense qu'on va pas se prendre la tête. On va faire de scie classique. Comme ça, je peux l'incliner sans me prendre le chou, et puis j'ai pas besoin de tout monter. Et ensuite, on dégagera au ciseau au milieu, et ce sera propre, et voilà. Alors, petit truc tout bête, hein, je prends une petite planche de contreplaqué que je pose sur la table de la scie, comme ça, quand je mets mes lames dessus, j'abîme rien, ni la table de la scie, ni les lames. Alors, quand on cherche pas un état de surface impeccable, autant en tronçonnage, qu'on prenne une lame ou une autre, ça va, ça se fait, à part vraiment des lames spécifiques. Autant en délignage, j'aime bien avoir la lame de débit, sinon ça chauffe trop et ça encrasse les lames et c'est dommage, quoi. Surtout quand on a la chance de disposer de lames, j'allais dire de toutes les sortes. Voilà. Depuis que j'ai fait le meuble, hein, qui est là, donc pour les outils de défonçage, franchement, c'est confort. En plus, tout est bien rangé, chaque chose a une place, c'est vraiment agréable, hein. Faites-vous des rangements cool, prenez le temps. Si comme moi vous avez la chance d'être amateur, prenez le temps de faire des trucs pour votre confort. Déjà, quand on travaille confortablement, on travaille souvent plus en sécurité, et puis au-delà de ça, quand on est amateur, on est là pour prendre plaisir à ce qu'on fait. Alors on va faire le débit. Pareil, toujours pour la sécurité. Quand j'utilise pas le chariot, je le verrouille pour une raison toute simple, c'est que ça me fait un truc de moins qui se balade, et c'est mieux pour la sécurité de mes petits doigts. Voilà.
Donc toutes mes marches sont prêtes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais débiter deux morceaux de 1,50 m. Pourquoi 1,50 m? La première chose à savoir, c'est que la longueur totale dont j'ai besoin, c'est 2,50 m. 2,55 m pour être précis. J'arrondis à 2,60 m. C'est plus facile pour les calculs, et de toute façon, vous allez voir qu'il faut prendre de la marge. Donc 2,60 m. Donc je vais faire un assemblage à mi-bois de 20 cm au milieu. On va voir pourquoi je fais 20 cm pour que ce soit un peu grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes bois vont se chevaucher de 20 cm. Donc, on va dire que chacun arrive de 10 cm de plus. Moi, je le calcule comme ça. Ça veut dire que mes 1,30 m se transforment en 1,40 m, auquel je rajoute encore 5 cm de marge, parce que comme je vais faire des coupes en angle, en haut et en bas, ça va rajouter un peu. Voilà. Donc, 1,30 m, 1,40 m, 1,45 m. Alors pourquoi je fais en deux? Pas parce que j'ai pas des bois plus longs, parce qu'en réalité j'ai des bois plus longs, et puis ceux-ci doivent faire pas loin de 2 mètres, doivent faire 2,20 m à peu près, à vue de nez. Pourquoi est-ce que je fais pas avec un seul? Parce qu'il va falloir le transporter, cet ouvrage, et donc si je le transporte, il va pas rentrer dans une automobile à peu près normale, ça va être embêtant de transporter un machin qui fait 2,60 m. Alors que si j'ai deux morceaux qui font 1,40 m, ça se transporte bien. Voilà, pourquoi je le fais en deux parties. Donc, je vais faire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais faire mon débit ici. Une fois que j'aurai fait mon débit, je vais venir faire mon mi-bois. Et pour faire mon mi-bois, je vais enlever le capot de protection sur la scie circulaire. Je me le permets parce que je travaille des pièces qui sont longues et donc je peux maintenir mes doigts loin de la lame de scie. Et je vais également enlever le couteau diviseur, je me le permets également parce que je vais travailler uniquement en tronçonnage et donc j'ai pas de risque ou très peu de risque en tronçonnant partiellement une pièce, pas plus que la moitié, d'avoir un phénomène de resserrement sur la lame. Voilà pourquoi je me permets ces petits écarts de conduite par rapport aux règles de sécurité. Donc comme souvent, je fais une coupe de propreté d'un côté, ça veut dire que je viens couper un petit morceau de bois pour avoir mon truc d'équerre. Alors là, vous voyez bien, je pense, à quel point ma planche est vrillée. Bon, pour le coup, on s'en fout un tout petit peu. Je vais juste me positionner à plat par rapport au chariot, faire ma coupe ensuite dans l'autre sens. Voilà, il faudra bien que je la maintienne pour pas avoir de problème. Et avant d'avancer, je vais quand même aller vérifier que je suis dans les capacités de la machine, autrement dit que je passe bien sous le capot de protection, parce que sinon, j'ai des petits problèmes. Voilà. Donc je coupe 1 ou 2 cm. Alors je pourrais couper moins, mais j'aime bien avoir des chutes qui sont un tout petit peu larges sur la droite, ça évite qu'elle ne repasse entre la lame et la petite protection. Hein, parce que ça coince, ça pète, j'aime pas ça. Allez, c'est parti. Alors à partir de là, je pense que vous connaissez la musique. Hein. Je fais sauter le rebut au maillet, je passe un coup de rabot, enfin un coup de guillaume, pardon. C'est un rabot, un guillaume de toute façon. Je passe un coup de guillaume pour avoir des surfaces à peu près lisses, voilà, hein, de chaque côté. Et j'ai mon mi-bois. Hein. En plus, là, j'ai pas besoin d'une précision phénoménale. On reste quand même sur plus ou moins un truc un peu charpente, un peu rustique, c'est ce que je disais. Hein. Ça, c'est pour allumer le feu.
quand j'arrive dans l'angle, bah, c'est bien d'avoir le Guillaume, quoi. Bon, je fais l'autre de la même façon et on devrait avoir quelque chose d'à peu près potable. Alors, pour l'assemblage, j'ai décidé de faire boulonner avec les boulons que j'ai, parce que je n'avais pas grand chose en stock. Hein, c'est pratiquement tout de la récup. Ça, c'est d'occasion, ça a déjà servi, ça va resservir. Je vais juste noyer les têtes parce qu'elles seront en façade, donc comme ça fait plus propre quand même, si elles ne se dépassent pas de la surface du bois là. De l'autre côté, je vais laisser comme ça parce que ce sera côté mur, mais pas contre le mur, donc ça dérangera pas. Ça va dépasser de... Voilà, ça va dépasser de ça à peu près. Donc c'est pas grand chose, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. Donc je commence par faire... Alors, mes rondelles font 30 de large, donc pour les noyer, j'utilise une mèche plate de 32. Je vais descendre à peu près, on va voir de combien, hein. Je vais descendre de la hauteur de la tête du boulon plus la tête de l'épaisseur de la rondelle, un chouïa plus peut-être, voilà, pour que ce soit bien dans la surface. Et ensuite, je percerai à 10, puisque c'est le diamètre de mon boulon. Alors là, il m'en manque peut-être encore un petit chouille. Non, on est bien aussi. Voilà, j'en fais pas plus. Et à partir de là, je fais mon trou de 10. Faites toujours le petit trou après le grand, même si ça paraît contre-intuitif. Sinon, avec ce genre de mèche, et avec même une mèche Forstner, vous n'arriverez jamais à centrer correctement. Vous allez vous balader. D'abord, c'est très dangereux, parce que moi, je me suis déjà fait avoir avec ce genre de mèche, quand je fais de la charpente, notamment. Alors, il y a sûrement mieux, mais moi, j'utilise ça. Parce que ensuite, vous le centrez, en fait, dans le grand. Ouais, ça a dû traverser. Voilà. Et là, vous allez voir que et ça tient déjà pas mal, l'air de rien. Alors je sais, avant que je me fasse houspiller dans les commentaires, je sais pertinemment que c'est surdimensionné, hein. Et je sais aussi tout à fait, donc là aussi, pas la peine de m'insulter, que c'est pas comme ça qu'on a un bout de bois en charpente, etc. Encore une fois, c'est une échelle à chat. Normalement, même si le chat prend du poids, ça devrait pas bouger. Avantage de ça, c'est qu'une fois que je l'aurai découpé et que j'aurai fait les entailles dedans et tout ce qui va bien, on peut le déboulonner ici et on le découpe en deux et on le transporte facilement. C'est vraiment le but de la manip. Voilà, donc ce qui me reste à faire maintenant, ça va être couper à la bonne longueur par rapport au plan que j'ai fait, hein, que je vous ai montré au début de la vidéo. Et une fois que ça c'est fait, faire les entailles aux bons emplacements, de la bonne épaisseur, et ensuite on mettra les marches. Avant ça, je passerai un coup de chanfrein, hein, de chaque côté pour que ça fasse un peu clean. Peut-être même avant de faire les entailles, ce sera peut-être plus intelligent. Et ce sera terminé. Oh, c'est pas une réalisation super complexe. Faut juste que je fasse attention dans quel sens je coupe pour pas me gourer d'avoir les boulons bien contre le mur, le côté moche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chanfreiner en fait la poutre là, hein, sur les 4 faces, je pense sur les 4 faces. Et je vais le faire avant de faire les entailles, parce qu'une fois que les entailles vont être faites, avec le roulement de la fraise, je vais tomber dans les entailles et ça va être casse-pied. Donc je le fais avant, tout simplement. Voilà. Pour ceux que ça peut intéresser, la semelle de défonceuse que vous voyez là, c'est une semelle que j'ai refaite à la CNC parce que j'avais cassé l'ancienne. Bon, elle a pété au bout de 10 ans. C'est un peu un défaut de conception quand même, je pense, puisque quand vous serrez dans du plastique comme ça, sur des trous qui sont chanfreinés, des vis à tête fraisée, hein, des vis comme ça, avec l'effet de levier, ça écarte le plastique et forcément un jour ou l'autre ça pète. Donc moi j'en ai refait une en dibond. Le dibond c'est
un matériau qui sert notamment pour les enseignes publicitaires. Et vous avez 2 feuilles d'aluminium et au milieu c'est une couche, je ne sais plus de quel plastique. C'est un matériau plastique en tout cas. Donc ça s'usine très bien à la CNC, il n'y a pas de problème. C'est pas trop épais, c'est relativement rigide, c'est pas mal pour une petite semelle comme ça. J'en ai fait une autre plus grosse, en compact aussi. J'ai fait ça sur des lives. Je crois que j'ai pas fait de vidéo dessus. Par contre, j'ai fait une publication sur l'Air du Bois avec les plans précis de la semelle. Allez voir mon compte sur l'Air du Bois, vous avez le lien sur mon compte, et vous verrez plan de la semelle, côté, etc. que j'ai fait sous fusion, justement pour pouvoir la faire à la CNC. Ça peut rendre service à certains d'entre vous. Donc on va faire un chanfrein assez prononcé, grosso modo quasiment la taille maximale que permet ma fraise. Voilà, parce que c'est quand même des poutres déjà un peu importantes. Alors j'aurais pu le faire au rabot, je décide de le faire à la fraise. Voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai passé toutes les poutres à la ponceuse à bande, c'est des raisons esthétiques, mais il y a une autre raison, un peu plus terre à terre, qui est que comme ça, si jamais il y avait eu de la ferraille dans les poutres, je l'aurais vu. Et notamment, j'avais enlevé des vis déjà au départ. Donc je me disais, s'il y a une vis, il peut y en avoir d'autres. Donc ici, en raison de la présence des boulons, j'ai pas pu faire tout mon chanfrein comme je voulais à la défonceuse. Je vais le finir au rabot. Des fois, ça va plus vite. Petit coup de rabot, un petit coup d'outil manuel, on va dire, plutôt que d'aller se prendre la tête à faire des montages bizarres. Voilà. Alors oui, là, c'est pas tout à fait, etc. Mais encore une fois, c'est de la récup. J'ai pas des gauchis, je me suis pas pris la tête. Et puis vous faites comme moi. Quand un boulot est pas parfait, vous dites c'est pour donner un style un peu rustique. En général, on vous fout la paix. Et oui, il faut faire attention à pas donner des coups dans les boulons avec le rabot. Hein. Et avec la défonceuse non plus, d'ailleurs. Alors le chanfrein, il a aussi pour fonction de pas laisser des arêtes vives qui s'abîment facilement. Et d'empêcher aussi l'humidité de pourrir ces endroits-là, etc. Bon, là, ce ne sera pas directement exposé à l'eau. Il y aurait plein de choses à redire sur l'assemblage qui est là par rapport à l'humidité. C'est pour un chat. C'est une durée d'1 an, 1 an et demi. On devrait s'en sortir. Donc maintenant, il va falloir que je coupe ça à la longueur que j'ai calculée. Et pour ça, il va falloir que je mette le guide de la défonceuse, de la scie circulaire là-bas, sur l'angle que j'ai calculé également. Donc c'est une coupe à 21 degrés que je fais, ou pour être plus précis, une coupe à 69 degrés. Donc je vais aller faire ma coupe au moins d'un côté, et ensuite je vais mesurer pour faire ma longueur totale. Alors, pour faire les entailles, j'ai repris le principe des queues droites, sauf que pour des raisons purement pratiques, mon gabarit à queue droite avec des poutres de cette taille ne fonctionne pas. Je vais les faire à la scie circulaire parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas certain de pouvoir incliner mes lames à ranurer. Je regarde si on peut ou pas, puis j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, je fais avec les 2 butées qui sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis entre mes 2 butées, donc la largeur de ma cale, plus la largeur de ça, voilà, moins la largeur de la lame de scie, puisque on est d'accord que si entre les 2 butées ici, j'ai 0 jeu, et que je fais une rainure, j'ai la largeur de ma lame de scie. Donc, si je veux que ça fasse exactement une dimension, il faut que je mette cette dimension moins la largeur de la lame de scie. Sauf que ça, c'est valable uniquement si vous êtes sur des queues droites. Et là, on est sur des queues qui sont inclinées. Alors, en l'occurrence, elles sont inclinées d'un angle de 21 degrés. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça fait pas comme d'hab. Et effectivement, après avoir fait un calcul, je me suis rendu compte que j'avais pas, en laissant... j'ai fait un test sans tenir compte de l'épaisseur de la lame, je me suis posé la question, et quand j'ai eu terminé, j'avais 1 mm de trop. Et j'aurais pas dû avoir 1 mm de trop, j'aurais dû avoir 3,2 mm de trop. C'est-à-dire la largeur de ma lame.
Et quand j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que effectivement, si je tenais compte de mon angle, j'avais 2,3 mm en plus, hein, sur la largeur quand on incline comme ça. Ça fait un peu plus large en fait. Hein, ce qui est logique, si vous l'inclinez à 45 degrés, ça va faire encore plus, etc. Donc j'ai fait le calcul, et en fait je retrouve mes 2,3 mm qui me manquaient au démarrage, et donc c'est complètement logique. Du coup il a fallu que j'enlève 1 mm, un petit chouïa plus, pour avoir un ajustement à peu près correct, et effectivement l'ajustement est pas mal. Voilà. Sachant que j'ai encore un petit problème que vous voyez peut-être de là où vous êtes, qui est qu'ici, bah forcément, comme c'est incliné, j'ai un trou. Et bien ce que je vais faire, c'est juste que je vais recouper ça pour avoir pile l'angle. Donc je vais les passer ici, hein, et ça va me faire l'angle, et comme ça quand je les mettrai, bah, il n'y aura plus ce trou disgracieux. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans la réalisation, c'est qu'on pense qu'au début c'est facile et tout ça, et puis on rencontre plein de petites difficultés fort intéressantes, qui nous obligent un peu à réfléchir. Ça préfigure un petit peu un vrai escalier, notamment quand j'ai calculé mes espacements de marche. Ça c'était intéressant. Voilà. Alors je rentre pas dans le détail, puis je suis pas encore très bon dans les escaliers, donc on en reparlera quand je me serai un peu amélioré. Hein. Pour l'instant, on dit que je sais pas faire. Voilà. Donc là, je vais faire l'entaille. Alors vous remarquerez aussi que je travaille sans protection. Comme j'ai dit, je peux me le permettre dans la mesure où mes mains restent loin de la lame. Voilà, donc faut que je ramasse les petits bouts parce qu'ils tombent au bout. Je vais mettre un petit panier là-bas. Et je vais juste chanfreiner un petit peu aussi tout ça avant de le monter. Et on sera quasiment au bout de cette réalisation qui, ma foi, aura été bien sympathique. Donc pour chanfreiner, je vais passer ça avec la défonceuse sous table, c'est le plus pratique. Ouais, on est bien. Donc ce sera comme ça. Ça c'est par terre. La petite marche. Et le petit minouille pourra monter les marches. Voilà, alors comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, donc j'ai monté la fraise à chanfreiner pour chanfreiner. Ouais. Ouais, je sais, c'est... Il y a une réflexion là derrière qui... Voilà, ça prend... Enfin, c'est... Je peux pas vous expliquer. Voilà. Et je vais chanfreiner les marches. Je sais pas quoi vous dire de plus, moi. Hein. Bah, il n'y a plus qu'à assembler, puisque les pièces sont prêtes. Hein. C'est comme ce... Voilà. Dans quel truc est-ce qu'il faut que je mette les machins? Donc, on va boulonner. Hop. Tac. Bon sang. Voilà. C'est pas trop casse-pied à monter. Bon, il y a deux boulons. Hein.
Donc ça va être à peu près quelque chose comme ça. Et normalement, la bestiole devrait pouvoir monter là. Voilà, donc normalement il devrait pouvoir grimper sans trop de problèmes, hein. C'est un chat quand même. Pour la finition, je sais pas encore. Je vais vous faire quelques petits plans un peu dessus quand même, parce que voilà. Attention. Spielberg Inside. Ah bah oui, ça monte jusqu'en haut, hein. Là il n'y a pas de... Voilà, sachant que donc il atteindra une chatière qui sera là-haut. Ouais, je sais que ça paraît haut comme ça, mais a priori, c'est comme ça qu'il est le lieu. En tout cas, c'est les mesures qu'on a prises. Les mesures qu'on a prises, je sais pas, on s'en fout. Participe passé, tout ça, avant l'auxiliaire de je sais pas quoi, rien à cirer. Donc reste à faire juste un petit système de fixation pour en haut. Il sera posé par terre, en haut il sera accroché au mur. Donc pour la finition, je sais pas encore. Huile de tingue, peut-être. Autre chose, peut-être, je ne sais pas. Peut-être quelque chose pour teinter un petit peu, pour uniformiser. Pourquoi pas du brou de noix ou quelque chose comme ça. Et ça doit le servir aussi pour descendre. Donc là, je pense quand même que je vais passer un petit coup de ciseau pour juste... Voilà, parce qu'il y avait quand même un angle un peu... Voilà, deux, trois petits finitions un peu comme ça, et on devrait avoir quelque chose de très acceptable. Voilà pour cette réalisation, j'allais dire en toute modestie, vraiment juste histoire de s'amuser un petit peu, et puis de rendre service. En tout cas, moi je me suis bien amusé, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment pas de la vraie menuiserie, c'est pas de la vraie charpente, c'est du bricolage sympa quoi, voilà, voilà. Et au total, alors pour ceux que ça peut intéresser, j'aurais bossé à peu près dessus 3h30 ce matin et 3h hier, ça fait 6h30 de travail. Vraiment total, hein, en comptant tout, sauf la finition. La finition, elle sera faite après sur site, je pense. Voilà. Et avant que ça n'arrive dans les commentaires, encore une fois, c'est du bricolage. On s'énerve pas, il y a des choses qui sont pas du tout dans les règles de l'art, il y a des possibilités d'infiltration d'eau à certains endroits, des assemblages qui sont parfois un petit peu, voilà, pas olé olé, mais voilà, c'est juste des petits assemblages, des choses comme ça, c'est tout, voilà, il faut pas s'énerver, hein. C'est pas grave, tout va bien, faut être zen un peu quand même. Et puis en plus de ça, si ça peut emmerder le puriste, moi, je suis content. Ça, c'est un truc, ça me fait toujours plaisir. Maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, ce sera gentil à vous parce que j'ai des trucs à faire. Merci. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ils ont des chapeaux heureux, vive la Bretagne.